Donc, Juliette Leblond est chercheuse en automatique à l'INRIA Sophia Antipolis depuis tout à fait longtemps. Elle a fait sa thèse au CMA, d'ailleurs, à l'École des Mines. Et l'automatique est une science absolument fondamentale, comme je l'ai déjà dit, pour un nombre considérable d'applications, dont à peu près toutes celles dont je vous ai parlé. Bon, c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Je te remercie, Gérard, pour l'invitation. Je travaille à Sophia depuis longtemps, comme tu l'as rappelé. Oui, j'ai fait une thèse en automatique au CMA de l'École des Mines. Et puis, depuis, je travaille à l'INRIA, dans Sophia Antipolis, au tout début dans le projet Miaou, devenu par la suite Équipe Apix. Oui, pour la caméra. Je vais prendre aussi le pointeur. Gérard m'a demandé de parler des problèmes du temps en automatique, ce que je vais essayer de faire, en tout cas d'illustrer, et du mieux que je peux. Alors, je me suis intéressée quand même un petit peu aux aspects étymologiques de l'automatique. J'ai trouvé que le automate venait du latin automatus, comme je vous l'indique ici. Évidemment, les premiers dispositifs considérés comme des automates étaient ces automates à nombre fini d'états. En vérité, ça n'était pas les premiers, comme on verra, mais disons les premiers à être désignés par le mot. Les problèmes d'automatique. Bon, il s'adresse à des modèles dynamiques, et dans dynamique, il y a le comportement en temps. Donc l'automatique, il est prévu que cette science ou ensemble de sciences parle du temps. C'est un peu là au carrefour de la physique et de la biologie, des sciences qui fournissent des grands modèles ou des petits modèles, d'ailleurs des modèles. On verra après, physique c'est très vaste, je développerai un petit peu peut-être. Et on est évidemment, pas évidemment, mais amené à résoudre des problèmes, à les étudier mathématiquement et à en analyser la possibilité de solutions, de faire de l'algorithmique et des mathématiques. L'automatique, eh bien, ça concerne comme ça, par exemple, la modélisation, l'identification et tout un tas de problèmes de commande des systèmes d'évolution. Alors, j'en donnerai des idées sur quelques exemples et éventuellement, on fera un petit peu de maths, mais peut-être pas trop. Je vais essayer de rattraper un peu l'heure aussi. Puis, c'est un peu fatigant quand même. Je vais faire un peu d'histoire. Gérard, j'ai découvert, et tu parlais d'une montre, que le premier dispositif autorégulé, qu'on n'appelait donc pas un automate à l'époque, sans doute le premier, daté d'il y a bien longtemps, c'est un certain Ctesibios, qu'on appelle aussi Ctesibius parfois, qui nous a inventé une horloge à eau sur le principe des vases communicants. Voilà l'histoire. Alors l'horloge ici, elle est là. C'est en fait... À l'intérieur, il y a un dispositif comme celui de ces vases communicants. Tout l'objectif est de maintenir constant le niveau du deuxième réservoir afin que le débit du second dans le troisième se fasse lui aussi de façon constante. Et depuis le troisième qui se remplit, on actionne du coup un mouvement uniforme de quelque chose qui indique le déroulement le plus uniforme possible du temps. Ce truc est très vieux et ça m'a bien plu de retrouver ça. Donc voilà, un des premiers dispositifs à rétroaction, parce que la régulation et la rétroaction, c'est vraiment la base de l'automatique, est une horloge. Ce gars a trouvé pas mal d'autres choses, Ctesibios. Il a inventé, entre autres dispositifs, un orgao, une hydraule. J'ai jamais essayé ça. Un truc thermoacoustique. Alors, qui en a eu d'autres ? Je fais une extrêmement brève histoire. Donc, tout au long de ce petit exposé, je vais mentionner un certain nombre de personnes et j'en oublierai énormément d'autres, beaucoup plus encore. Là, on est chez les personnes plus anciennes. Alors, dans les temps comme ça du XVIIIe siècle et de la révolution industrielle, avec la création des locomotives, par exemple, et de la machine à vapeur, il y a eu des besoins croissants de régulation et d'automatisation. Et le premier régulateur de vitesse qui a été inventé l'a sans doute été par Watt, qui est ce physicien, ingénieur et mécanicien écossais. La chose a été théorisée peut-être un siècle après par Maxwell, qu'on connaît bien pour différentes raisons. J'ai redécouvert à l'occasion qu'il avait fait ça aussi. Bon, on est chez les mathématiciens écossais jusqu'à présent. Alors j'accélère un peu et du coup...
Bon, qu'est-ce qui s'est passé au début du XXe siècle? Il y a eu des gros progrès, évidemment, faits dans la résolution des équations différentielles ordinaires. On précisera peut-être un peu plus tard de quoi je parle là. C'est un certain nombre de systèmes qui varient avec le temps. Je pense que dans la salle, certains d'entre vous connaissent bien mieux que moi l'histoire du développement de ces théories. Dans les années 40 et 70, qui fait quand même un laps de temps assez conséquent, j'ai mis en vrac que les systèmes de navigation s'étaient développés en fait en parallèle avec les microprocesseurs et les possibilités de calcul, avec l'électronique et l'informatique en fait, et notamment avec la possibilité de calculer en temps réel, qui est le sujet du jour, sur lequel on revient par la suite. Et puis bon, alors dans les années, disons 1980 au sens large, je crois qu'on s'est de plus en plus intéressé à des problèmes de commande robustes au sens où le système étant soumis à des perturbations, à des erreurs, la commande de celui-ci est maintenue, disons, l'objectif et la commande est robuste à ces erreurs. Les systèmes sont maintenant embarqués, ils sont de plus en plus non linéaires, de plus en plus grands. La dimension en espace, alors ça c'est un peu une terminologie pour habituer à l'histoire de la dimension infinie, mais on y reviendra aussi. On peut parler du mouvement d'un point matériel ou du mouvement d'un fil, et on ne parle pas de la même chose, parce que par exemple un fil, il possède plusieurs points et chacun a son propre mouvement, alors qu'un point, il se bouge tout seul. On revient aussi là-dessus après. Les systèmes sont hybrides de plus en plus souvent, couplés entre eux, on a plusieurs échelles de temps, tout ça. Alors, j'arrête maintenant avec ce bref historique. Je voudrais décrire quelques exemples, des exemples de domaines d'application qui proviennent, on l'a vu, de la physique, de l'ingénierie, de la biologie. J'ai fait la liste là pour vous. Je vous montre un dispositif de multiplexage sur lequel travaille un certain nombre de gens dans mon équipe. C'est embarqué dans les satellites, c'est pour qu'on reçoive la télé, le téléphone en gros. Ça prend en entrée des sorties que ça multiplexe ou démultiplexe. On parle de signaux électromagnétiques, là, c'est des dispositifs compliqués. Des choses peut-être plus abordables avec ce qu'on va discuter aujourd'hui, ce sont ces grues. Ce qui est intéressant dans les grues, c'est qu'elles supportent un chariot, mais le chariot, il est connecté à la grue par un fil. Et donc, on a ce problème d'étudier le mouvement d'un point. En fait, la grue doit apporter le chariot à un endroit, mais tout ça passe au travers de la propagation par le fil, qui pose de gros problèmes. Quand on a plusieurs grues, le problème est encore bien plus gros. Bon, on a un satellite, ça pose énormément de questions aussi. Là aussi, c'est des dispositifs très couplés entre eux. Et un robot qui essaie de se déplacer en environnement incertain. Alors, on a aussi l'Airbus A380 sur lequel on se retrouve sans doute très bien entre automaticiens et informaticiens. Mais aujourd'hui, je ne vous parlerai pas d'un problème plus compliqué que celui d'élaborer un pilote automatique de bateau. Et même encore celui-là sera beaucoup simplifié. Parce que plus les systèmes sont complexes, plus leur modèle aussi. Et voilà. Alors, les fameux domaines de la physique dont l'automatique peut s'occuper sont en fait extrêmement nombreux, peut-être autant que les domaines de la physique elle-même. J'en ai fait une liste là aussi pas succincte, pas complète, pardon. J'ai aussi listé peut-être avec un peu plus de précision et pour que vous ayez une idée du vocabulaire, c'est des mots que vous avez tous sans doute entendus, les problèmes de l'automatique. Donc, hormis l'élaboration de loi de commande, si cette commande a lieu en boucle ouverte, et on y reviendra, ça peut s'appeler de la synthèse. Si c'est de la régulation, on appelle ça de la boucle fermée ou des asservissements. Je vais définir pour vous brièvement les propriétés qui sont listées là, un certain nombre d'entre elles des systèmes, et vous expliquer peut-être aussi comment on peut résoudre un certain nombre de ces problèmes pour des systèmes simples. Les signaux dont il sera question, ce sont les signaux des problèmes, par exemple, de base de la physique ou de la biologie, mais quoiqu'ici, je connais sans doute un peu mieux les problèmes de la physique, donc on va s'en tenir là, si vous voulez, et on peut mesurer des positions, des vitesses. On peut mesurer des quantités électromagnétiques, ça devient plus des ondes et non plus des particules qu'on mesure, et donc là aussi, c'est un petit peu plus compliqué. Mais continuons, si vous voulez, à penser en termes de position, vitesse et force, qui sont des signaux auxquels on a tous
eu à faire régulièrement. Je ne sais pas si tout le monde navigue ici, mais l'exemple du pilote automatique de bateau ou de voiture peut être une bonne référence, avec les entrées et les sorties qui sont l'angle de la barre et le cap. Mais je remontrerai une image un peu plus tard. Le diagramme de base peut-être de l'automatique, c'est celui-là. Ça montre un système qui est ou pas une boîte noire. On peut connaître ou pas la manière dont marche le système. En entrée du système, on a des signaux qu'on appelle des entrées ou des commandes. D'ailleurs, on peut avoir des entrées qui ne sont pas des commandes. En entrée d'un bateau, il y a le vent, et on ne peut pas le commander malheureusement. Mais il y a aussi ce fameux angle de barre qui est une commande. Et puis en sortie, il y a d'autres signaux. Certains d'entre eux sont mesurés. Et le gros problème est de trouver l'entrée qu'il faut fournir au système pour obtenir une sortie satisfaisante. C'est de ça que parle l'automatique en général. Voilà d'autres exemples, mais une fois de plus, on se contente peut-être aujourd'hui de penser position barre en entrée et cap en sortie. Donc le pilote automatique de bateau, schématisé plus ou moins, schématisé en haut par des gens de l'ancien temps plutôt. Le fameux chariot de la grue. Je reviens là sur ce schéma, sur ce que je vous disais. On veut commander la position de ce point-là et sa vitesse sans doute. Mais évidemment, ça passe au travers du mouvement du chariot là-haut, là, mais aussi de ce fil. Là, c'est un fil. Et là, il y a infiniment beaucoup de points qui chacun ont leur mouvement. Donc, ça crée de grosses complications dans le modèle. C'est cela qu'on appelle de dimension infinie. C'est les équations dérivées partielles pour les connaisseurs. Et puis, alors, des dispositifs de régulation, on en a plein nous-mêmes. Tous les mammifères, tous les organismes vivants en sont pleins. Là-haut, j'ai schématisé le fait qu'en fonction du taux d'humidité, on a telle ou telle tension capillaire, par exemple. Ce n'est pas moi qui l'ai schématisé. Et en dessous, un schéma très compliqué, qui, je ne sais pas comment on fait pour se thermoréguler. Il me semble que ça a à voir avec la transpiration, l'évaporation, tout un tas de choses. Mais ce sont des choses qu'on a en nous qui sont sans doute, enfin, évidemment, bien plus anciennes que tous les dispositifs que j'ai mentionnés jusqu'ici. Les temps, on va revenir au temps un petit peu là. Alors le temps réel au sens de l'informaticien et du mathématicien et du physicien, c'est le traitement instantané, immédiat, de l'information ou du calcul, qui va bien dans les modèles dont on dispose et dont on va parler juste après. Bon, le temps dans la physique, les lois de la physique, c'est souvent les dérivés, la notion de limite, le calcul différentiel intervient, le temps y est continu. Dans les grands modèles de la physique, le temps est continu, c'est comme ça. Alors, ça m'a fait rigoler, il appartient à l'ensemble des réels, il est réel tout en n'étant pas réel, enfin, il est continu. Le temps de l'informatique est discret, lui, c'est un temps petit t qui est égal à des multiples entiers k d'un pas de temps qui est grand T et qui va très bientôt être oublié, comme le disait Gérard. Une fois que grand T est choisi, ce qui est un gros travail, eh bien on le jette, on l'oublie et on garde k, petit k. Mais je voudrais faire la publicité pour le fait que pour bien régler grand T et petit k, il faut souvent avoir d'abord analysé les situations de temps continu qui sont plus confortables pour parler par la suite du temps discret et qui en disent long. Bon, le temps mathématique, c'est un peu une blague, mais c'est vrai quand même. En mathématiques, le temps, au final, est une variable comme les autres. Ça peut être une variable d'espace, ça peut être une autre. Bon, elle a un rôle privilégié dans les systèmes dynamiques. Je parlerai brièvement aussi sur la fin, mais à force de dire ça, j'aurai peut-être pas le temps, mais de calcul en fréquence où le temps est caché et où le temps disparaît. En même temps, c'est le sujet du séminaire du deuxième cours de Gérard. Donc, si je n'avais pas le temps, c'est peut-être pas trop grave. Bon, je reviens là un peu là-dessus, c'est sur des répétitions, mais c'est pareil, il y a une question de terminologie. Et je vais insister sur le phénomène de causalité aussi, dont il a déjà été fait mention avant, ce qui est un des gros... Les modèles de l'automatique sont... les classes de fonctions, les modèles d'automatique veulent représenter ce phénomène de causalité. Les entrées, que maintenant on désignera par U, c'est classique. U de taux ou de IT, selon qu'on est en temps discret ou en temps continu, eh bien, les entrées, disons plutôt que les sorties, qu'on appelle Y, ne dépendent que des entrées passées. On ne peut pas contrôler une sortie par une entrée future. Donc là, les sorties à l'instant T ou à l'instant K dépendent des entrées aux instants précédents. C'est la causalité.
Alors, bon, on va revenir encore sur la causalité, mais une fois ça établi, on va chercher à calculer des sorties en fonction des entrées au temps passé. Le premier dispositif qui est là-haut, là, qui est similaire à la boîte noire dont il était question, et en fait, un seul bloc là, de calcul du système, éventuellement en temps instantané, mais ce qui est particulier, là où on voit apparaître la régulation ici, c'est ce deuxième bloc-là qui représente l'élaboration de la commande comme une commande de régulation. Ici, on va mesurer la sortie et la renvoyer là pour le calcul de la commande en rétroaction. Alors, autant l'entrée de consigne de commande là, peut avoir été calculée à l'avance, on peut avoir pris son temps parce qu'on va donner cette consigne pour obtenir un comportement désiré du système, autant cette boucle de rétroaction-là doit être, elle, calculée en temps réel et de façon instantanée. Alors, voilà pour une petite pause avant de poursuivre, une blague qui me semble en dit long sur la causalité, que je t'offre, Gérard, mais que tu connais sûrement et que je vous laisse lire. Bon. C'était pour vous redonner un petit peu de courage et vous parler maintenant de dérivés et de modèles différents. Alors, la dérivée, c'est la dérivée au sens mathématique. Ça parle de la variation des fonctions. Je vous l'ai redéfini là de manière rigoureuse, mais je crois qu'on connaît ici ce que c'est qu'une dérivée. Alors, pour nous rassurer un petit peu sur la suite, on peut, par exemple, se passer approximer la dérivée de cette façon-là, marquée en bas. On peut approcher x à l'instant t plus tôt de cette façon-là, où ici, l'instant taux est fixé. Bon, évidemment, ce qui intervient, c'est le calcul de la dérivée, mais qui est fait une fois pour toutes. Je ne vais pas insister trop longtemps là-dessus. Je veux juste redire qu'on note x point, la dérivée de x par rapport au temps. Alors, je vais m'occuper, comme exemple, quand on aura besoin de faire quand même un petit peu de maths, de discuter de cette équation là-haut, qui est y seconde égale u de t, qui est en fait l'équation de la dynamique. Ça veut indiquer le fait que l'accélération ici est proportionnelle à la force. On y pense comme f égale m gamma, en prenant m égale 1. Ici, c'est gamma, la dérivée seconde de la position, par exemple, et u, c'est la commande cf. Donc c'est un système bien basique, je l'ai pris avec une dérivée seconde, pas pour nous compliquer l'existence, mais parce qu'il y a quelques phénomènes qu'on ne voit pas sinon. Et bon, ça c'est des familles d'équations similaires un peu plus compliquées. Qu'est-ce qui se passe là? Le problème ici, par exemple, on peut être au volant d'une voiture et savoir comment on doit la piloter. Et on va chercher à établir des lois de commande. Je vais arrêter avec le pointeur un peu, je crois. En boucles fermées qui ont la forme de la commande U de t qui est écrite ici. Et alors ce qui se passe, c'est qu'on peut mesurer la différence entre la sortie et la position ici, que j'appelle Y, et une valeur de consigne. Mais c'est beaucoup plus riche si on peut renvoyer aussi un signal supplémentaire qui est ici la dérivée de la fameuse position Y. Ça s'appelle Y point dans U. Et ça permettra de définir la notion d'état du système, parce qu'en fait, on peut représenter les quantités, disons, position et vitesse, y et y point ici, comme les deux composantes d'un seul vecteur qui serait l'état de ce système particulier. Ça, c'est aussi une des notions bien riches de l'automatique. Bon, on va parler uniquement de y seconde égale u, mais, ou presque uniquement, j'indique ici déjà que tous les systèmes sont plus compliqués que ça. Là encore, je les liste de manière extrêmement simpliste, mais les systèmes peuvent être à retard, encore que dans ce cas-là, comme le système du haut, il peut s'approcher un peu par une équation différentielle qu'on appelle une constante de temps. Les systèmes sont éventuellement à temps discret, je parlerai de discrétisation absolument. Ils sont le cas échéant à événements discrets, ça c'est dans les cas où la sortie ou l'état, dont on parlait avant, ne prend qu'un ensemble discret de valeurs. Ce sont les automates de base qui font des mouvements comme ça, par exemple. Ils sont le cas échéant stochastiques, ces systèmes. Aujourd'hui, les systèmes sont déterministes que je regarde. Et voilà. Mais quand il y a des variables aléatoires, ça complique les choses de manière conséquente. Ils sont extrêmement souvent non linéaires. Et, du coup...
On peut au mieux linéariser au voisinage d'un point d'équilibre, et sinon, là, les choses sont à faire et encore des gros problèmes actuels. Dans l'histoire du pilote automatique, d'ailleurs, même si ça est un modèle extrêmement simplifié déjà, après, bon, enfin bref, on a affaire avec au sinus de l'angle donné par la barre, qui est une des premières choses qu'on linéarise en supposant que sinus U égale U, par exemple. C'est une des façons de faire. OK, et les systèmes éventuellement sont non stationnaires, c'est-à-dire que ils ont des coefficients variables en temps. La stationnarité et le fait que tu mentionnais, dont je ne sais pas exactement à quoi ça correspond en informatique, mais d'invariance par translation dans le temps, et aussi une propriété importante de beaucoup de modèles d'automatique. OK, alors bon, évidemment, on peut aussi avoir des systèmes de dimension infinie, je l'ai évoqué déjà tout à l'heure, dans la mesure où, par exemple, on ne s'occupe pas que de ce point ni de ce point, qui en l'occurrence sont fixés, mais de chacun des points de ces cordes, comme ici pour le chariot de la grue à cause du câble. Et bien dans ce cas-là, au lieu d'avoir des fonctions uniquement du temps, qui ont des valeurs dans des vecteurs, et bien ces fonctions du temps ont des valeurs dans d'autres fonctions de l'espace. Donc là, j'ai noté les équations qui sont des équations dérivées partielles, dépendent de fonctions y, du temps et de la variable d'espace qui ici s'appelle R. Bon, on peut, là encore, si on s'y prend bien, ramener, mais ce n'est pas forcément la bonne idée, mais l'étude des EDP, des équations aux dérivées partielles, à l'étude d'équations qu'on appelle différentielles. Oui, dans ces cas-là, bon, enfin, OK. Les vecteurs sont plus des vecteurs, mais des fonctions, ça je l'ai déjà dit, et les matrices dont je n'ai pas encore parlé deviennent des opérateurs. Du coup, je vais bientôt parler de matrices, je crois. Là, je vais discuter un peu plus dans le détail des problèmes de commande et de discrétisation en temps. Si j'ai le temps, ce qui n'est pas gagné-gagné, on parlera brièvement d'une question d'observabilité qui ressemble à la question de commande et de question d'identification. Alors la commande, bon, je voudrais illustrer c'est la grande différence entre commande en boucle ouverte. On veut que le système fasse quelque chose, donc on l'amène à sa sortie de consigne et puis on le laisse tranquille. Et la commande en boucle fermée où on régule le système autour de cette valeur de consigne, ce qui lui permet juste d'y rester de façon stable. On verra que le gros inconvénient de la boucle ouverte, c'est de donner des lois de commande qui sont pas robustes, pas stables, face à des perturbations ou à des erreurs dans le modèle, et il y en a toujours. Donc voilà, ce sont des questions qu'on peut se poser dans bien des classes de modèles. On vient de voir qu'il y en avait de nombreuses et qu'aujourd'hui, on va regarder dans ce cadre, je répète à nouveau mon équation différentielle ici, là, ma loi de Newton, et aujourd'hui, on ne s'occupe que d'équations différentielles ordinaires, linéaires, à coefficient constant. Alors, de façon plus générale, je voudrais quand même, un tout petit peu plus général, vous montrer ce fameux triplet ABC, voilà les matrices, qui est la représentation d'état ou la description interne d'un système de la relation entre l'entrée U et la sortie Y. Lorsque l'entrée U et la sortie Y sont reliées de façon linéaire et causale et stationnaire, on peut trouver une quantité qui est l'état du système, alors comme on le disait, hein, position et vitesse, ou quantité et les dérivés de la quantité, bien souvent, il faut avouer, et qui permettent à nouveau de décrire le système par une équation d'ordre 1, parce qu'on a mis des tas de quantités dans le vecteur d'état qui s'appelle x. U et y et x sont des vecteurs qui dépendent du temps. Ce sera comme ça aujourd'hui. Alors, il y a un vocabulaire un peu pour initier ici. Oui, ce qu'il y a de bien, cette variable d'état, c'est qu'elle permet de... Alors, bon, les automaticiens disent mesurer le passé en vue de prédire l'avenir. J'ai enlevé en vue de prédire l'avenir qui me semblait peut-être un peu comme ça, mais ça permet de résumer le passé. Voilà, là, pour le moment, on pourrait enlever t. J'ai failli le faire, je l'ai laissé, mais tout est à l'instant t, donc on pourra à nouveau l'enlever de l'équation. Oui, la terminologie usitée en français, c'est monovariable lorsque l'entrée U et la sortie Y sont des quantités scalaires, des quantités réelles. En anglais, c'est comme ça, single input, single output, et multivariable dans le cas où les signaux d'entrée et de sortie sont vectoriels.
Alors cette variable d'état est bien précieuse, on va voir pourquoi un tout petit peu après. J'ai écrit ici la relation d'entrée-sortie qui correspond à... qui existe dans les cas linéaires et stationnaires, qui dépend des matrices A et B et C. Ce n'est pas la peine de trop y penser. C'est une relation de convolution qui demande un petit peu d'algèbre linéaire et de calcul matriciel. Mais ce qu'on voit, c'est que pour l'analyse de la stabilité, donc du comportement en T de ce système ou de la sortie de ce système, eh bien, il va falloir étudier la matrice A de la dynamique du système. Je ne l'ai pas rappelé ici, c'est bien dommage, hein. Le système était comme ça. La matrice A, là, règle la dynamique principale du système. Donc, en fonction de la situation de ses valeurs propres, en fait, des propriétés de cette matrice A, on en saura plus ou moins long sur le fait que les signaux U et X et Y, qui en tant que signaux physiques doivent rester d'énergie finie, eh bien, se comportent plus ou moins bien dans le temps. Et quoi faire si le comportement n'est pas celui qu'on souhaite. Alors, j'ai remis là-haut en petit le système. Et j'évoque ici la différence un peu plus précisément entre différents types de commandes qu'on pourrait effectuer. On imagine qu'on souhaite amener le système dont il est question là-haut à un certain état X de consigne ou une sortie Y de consigne. Je vous propose de penser à X de consigne et Y de consigne aujourd'hui comme des constantes. Et bien sûr, on pourrait souhaiter des consignes qui varient dans le temps et qui soient compliquées. C'est la partie en boucle ouverte. On va souhaiter trouver une loi de commande qu'on appelle U consigne de référence qui nous amène le problème de l'état initial, ici 0, à l'état ou à la sortie de consigne. Bon, il y a différentes manières de faire ça. La commande optimale est en fait faite pour ça. L'idée de la commande bang-bang aussi. Il y a les critères de commandabilité et d'observabilité qui sont des critères concernant le rang de ces matrices A, B et C qui déterminent le fait qu'on peut faire cette opération de commande. L'inconvénient de ces lois de commande en boucle ouverte, c'est ce que j'évoquais déjà tout à l'heure, c'est qu'elles ne tiennent pas compte des éventuelles perturbations, erreurs du modèle et des différentes quantités qui interviennent dans ce système. Alors, on ajoute la grande boucle de rétroaction, qui est un peu la base de l'automatique que je décrivais, enfin, dont on a déjà parlé. Là, dans ce genre-là, du coup, de représentation des systèmes, il y a les blocs aussi que tu décrivais, Gérard, en termes qui sont, pour lesquels les langages synchrones, dont les langages synchrones permettent de bien parler. Alors voilà, on fait ici ce retour, en fait, ici, retour de sortie. On mesure là, à la sortie du système, la quantité Y qui est la sortie, et puis on vient la comparer ici à la sortie de consigne. Et à nouveau, cette différence, multipliée par un certain gain, est mise en entrée du système. C'est ça la régulation. C'est ça qui va permettre au système, malgré des perturbations, de ne pas s'en aller trop loin de Y, de consigne. Là, il s'agit d'un retour de sortie, on appelle ça feedback souvent en anglais. Voilà la même idée, plus riche en fait encore, avec un retour d'état. Au lieu d'être allé chercher la boucle là de rétroaction après la sortie, on a à nouveau décomposé le système là, dans ces différents blocs. On a A et B et C pour sa réalisation. A et B et C. Et l'intégrateur, et on fait le retour par une matrice qui s'appelle en fait KC sur l'état X. Du coup, on peut... que sur l'état X. Ça donne encore plus de souplesse dans le réglage de la dynamique du système, des propriétés supplémentaires de robustesse et de stabilité. On connaît certaines de ces lois de commande sous la terminologie PID pour proportionnel intégral dérivé, qui sont en fait une gamme assez simple de retour d'état. Alors là, j'ai besoin de voir un peu où j'en suis. Je crois que je vais peut-être passer un ou deux transparents. J'avais envie qu'on calcule sur un exemple, mais je crois qu'on ne fera pas ça. Je vais résumer cet exemple sur lequel j'ai fait les calculs pour vous. C'est l'exemple y seconde égale u, parce que j'ai aussi fait les dessins pour vous. Et on va s'arrêter au dessin. Ce sont des simulations analogiques, je m'en excuse. J'ai juste pas assez bien géré mon temps pour avoir le temps de faire des vraies simulations du comportement que je voulais vous montrer. Mais donc là, on parle de cet exemple-là, et on part d'une position Y et d'une vitesse Y de 0 initiale à 0, et d'un état initial d'une vitesse à 0. Voilà un ensemble de sorties Y de ce système
pour un ensemble de lois de commande que je vais préciser maintenant. Ces deux lois de commande ici, ça c'est le temps, l'axe horizontal dans tous les cas. Ce sont des lois de commande en boucle ouverte, les numéros 1 et 2 dont il est question là. Ça c'est un échelon, et ça c'est une loi de commande bang-bang. Bon, c'est de la commande en boucle ouverte, et ça amène l'état du système de là à là, la valeur de consigne. Celle-ci le fait plus bizarrement, mais peut le faire en temps plus court. Les commandes bang-bang font de la commande en temps minimum. Par contre, aucune des deux n'est stable. Si le système n'est pas comme on l'a cru, ça va diverger. La solution Y va s'écarter de sa valeur de consigne et éventuellement plus jamais y revenir. Alors on fait des lois de commande différentes. Et je regrette vraiment d'ailleurs parce qu'on fait des lois de commande par rétroaction. Voilà ce que donnerait un retour de sortie. Donc un retour de sortie, ce serait la commande régulée numéro 3. Et puis on ne voit pas mon quatrième calcul. C'est vraiment désolant. Mais celle-là, elle est... Disons, alors elle est particulière parce qu'on ne va pas atteindre la valeur de consigne, c'est une solution oscillante, on va osciller autour, mais en même temps on ne s'en écartera pas plus que la quantité dont on oscille. Donc ce n'est pas très bien, mais ce n'est pas très mal non plus. En revanche, évidemment, enfin bon, je m'en excuse vraiment, je n'ai pas montré la quatrième sortie qui se comportait en oscillant aussi, mais de moins en moins. Donc les oscillations se tassaient. Vers la valeur de consigne. Et évidemment, cette quatrième quantité calculée est obtenue par un retour d'état, la solution la plus riche face au problème de robustesse. OK. J'évoque là, avant qu'on fasse peut-être un aparté pour faire une mini-pause et de parler de problème de discrétisation, j'évoque un problème, je l'évoque juste sur ce transparent parce que je n'ai pas l'intention d'en parler plus, il est très similaire à celui de la commande, en fait. C'est celui de l'observation et du filtrage. C'est un problème qui, on a vu ces représentations d'état là-haut, éventuellement, alors on ne mesure qu'Y, c'est ça qui figure à nouveau ici, mais bien souvent, comme on l'a vu aussi pour les retours d'état, on va mesurer la sortie, mais on veut reconstruire l'état entier du système. Alors on fait un observateur, ça s'appelle comme ça. Et ça s'élabore un peu comme un dispositif de régulation, avec aussi, enfin un peu comme un dispositif de régulation en fait. On va réussir à estimer, à calculer une estimée X chapeau de X et à garantir que la différence entre l'état X et son estimée X chapeau tend vers 0 quand le temps augmente. Et puis on peut faire un observeur régulateur. Si on n'a pas mesuré vraiment l'état mais qu'on a reconstruit un estimé de l'état, on fait de la boucle fermée avec. Ah ben non, on va faire de la discrétisation avant de faire un aparté récréatif alors. Bon. La discrétisation, c'est peut-être, là il y a une série de 3 transparents qui est en fait un peu importante puisque c'est quand même ça qui fait le lien entre nos disciplines. Donc bon, eh bien on change d'échelle de temps, mais voilà, on en choisit une qui est discrète. À partir de maintenant, K, c'est tic, 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 tac, ou les grains du sablier qu'on voyait tout à l'heure et qui s'écoulent. Là, j'ai choisi de donner du système différentiel qu'on a considéré, par exemple, une discrétisation très simpliste, du premier ordre, par exemple. On a supposé que les valeurs des différents signaux étaient constantes entre les instants kt et k plus 1t. Alors, l'équation différentielle d'avant se transforme en équation récurrente comme ça. X indice k, c'est x à l'instant kt. Et bon, on a les vecteurs d'entrée, uk, de sortie, yk. Les relations entre l'état et la sortie et la commande sont des lois de convolution discrètes un peu différentes, passons là-dessus. Mais du coup, on est bien là dans le formalisme que tu décrivais des langages synchrones, puisqu'en effet, les instructions de calcul, par exemple de calcul de xk plus 1, ou de résolution de ce système, sont du type tous les instants k, faire le calcul qui permet de passer instantanément de k à k plus 1 et continuer. Alors là encore, on voit au travers on voit qu'il est important d'étudier la dynamique du système pour connaître les propriétés de stabilité des solutions. Est-ce que xk va bien se comporter quand k augmente? Alors voilà, ce transparent où je me suis permis de lister un certain nombre de précautions qui nous semblent en fait à tous les deux nécessaires là. Avec l'augmentation des capacités de calcul, on peut être tenté de faire de la discrétisation à outrance. Parce que on peut discrétiser en temps très très fin ou alors discrétiser en espace par des équations très très grandes, sachant qu'on pourra toujours calculer beaucoup de choses, on peut maintenant calculer
des grandes quantités. Mais il ne faut jamais oublier de se rappeler qu'est-ce qu'on calcule. En fait, il y a des grosses difficultés autour du choix du pas de temps, cette période d'échantillonnage, selon les propriétés du modèle, qui sont bien souvent quand même plus faciles à analyser d'abord en temps continu. Eh bien, la discrétisation va avoir lieu d'une manière ou d'une autre, et pas forcément tout le temps avec le même pas de temps. Il y a de temps en temps, bien souvent même, des traitements préliminaires nécessaires. Ces représentations linéaires et stationnaires qu'on a faites des systèmes ne sont pas valables tout le temps. Elles le sont sous certaines hypothèses mathématiques et physiques. Et afin de voir que celles-là sont vérifiées, c'est souvent plus facile de se placer en temps continu. En même temps, je suis un peu une adepte du temps continu. Et ça dépend. Mais c'est quand même le temps des mathématiciens, je ne sais pas. Parler en termes de la discrétisation est quelque chose comme une approximation du système. Et on se retrouve en fait assez vite dans le règlement de ce compromis complexité-précision qui est un peu notre fond de commerce à tous. Ok, donc ça c'est la discrétisation en temps. Quand on l'effectue en espace, il y a aussi des questions de quantification ou d'écrêtage des signaux. Alors je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des petits dispositifs physiques qui sont comme ça, qui convertissent des signaux numériques en signaux analogiques. En fait, un signal numérique, c'est un nombre, et le signal analogique en lequel on convertit, c'est une tension. Et le dispositif, qui en tout cas permet de convertir du numérique en analogique, est lui-même un dispositif électronique, il est ici, mais il est régulé, ce qui m'a fait rigoler, parce qu'on a de la régulation décidément partout. Voilà ma petite pause aparté. Dans les problèmes d'échantillonnage, on peut régler la période et le pas de temps avec le critère de Shannon-Nyquist. Et ce Shannon a inventé une machine magique qui est une machine à deux états, on et off. Alors quand on la met sur on, Shannon, c'est un gars qui a lui aussi travaillé au Bell Labs, qui ne s'appelait pas encore Labs, mais chez Bell à l'époque, comme Georges et plein d'autres personnes. En fait, quand on appuie sur on, ce qui se fait sur ce bouton, je crois, la machine universelle s'ouvre, la main sort et réappuie sur le bouton qui déclenche off et la machine se ferme, fin du film. Elle est bien. L'identification. Je crois que je ne vais pas beaucoup parler d'identification, peut-être juste ça. L'identification fréquentielle permet, en envoyant une sinusoïde en entrée de ce système, que j'ai tracé ici à la fréquence, disons WK, de se doter de mesures de la fonction de transfert du système, allez, quand même, qui est une fonction de transfert. Elle s'exprime comme ça en fonction des autres quantités, enfin peu importe pour le moment. Et si on arrive à estimer cette fonction de transfert, on peut savoir reconstruire A, B et C. L'identification, c'est une étape importante après la modélisation. On sait que le système est comme ça sous certaines hypothèses avec A, B et C, mais on ne sait pas combien valent ces coefficients ou ces matrices. Donc on les règle au travers de l'identification. Je voulais l'évoquer, cette identification, parce que pour la faire, il faut prendre le temps. Cette formule-là qui dit qu'en fournissant cette entrée, la sortie du système devient ça, est vraie après un certain temps. Et lorsqu'on arrive à mesurer cette sortie après ce certain temps, eh bien on dispose de certaines valeurs de la fonction de transfert. Et on peut ainsi penser à la reconstruire. Ok, alors je vais passer, je crois, les deux suivants, 3 peut-être. Voilà des schémas qui représentent la fonction de transfert. C'est des fonctions ou des matrices, ces fameuses H de S ou H de I oméga, donc qui dépendent de la variable complexe S. Ici, oméga est la fréquence et I oméga est une variable imaginaire pure. Voilà un diagramme de Nyquist d'une fonction que je ne connais pas, un diagramme de Bode. Tout ça pour vous permettre de mettre le doigt sur le fait que quand une fonction dépend de la variable complexe, qui n'est pas réelle, elle est plus compliquée à représenter que quand une fonction ne dépend que de la variable réelle, parce que la variable réelle, on peut la mettre sur un axe, et la variable complexe, elle est dans un plan. Bon, avant de conclure, j'ai pris pas beaucoup de temps, mais un peu pour illustrer quelques propriétés de base de systèmes de base aussi. Les systèmes, pour la plupart, sont beaucoup plus compliqués. Donc j'en ai réécrit là un qui reste avec une structure différentielle, celui-là en tout cas,
mais dont la dynamique A et la relation qui lie l'état à la sortie Y sont éventuellement, ou même l'entrée à la sortie, sont le cas échéant beaucoup plus compliqués qu'une simple dépendance linéaire et stationnaire comme on a vu. Bon, évidemment, je mentionne juste ici le fait que le type de solution qu'on a vu tout à l'heure, bon, il y a des fonctions de transition qui permettent dans des situations assez générales, qui sont un bon outil pour décrire comment on passe de l'état du système à l'instant t0 à l'état du système à l'instant t. Ok, il y a tous ces modèles aussi qui correspondent aux structures flexibles où les quantités, les signaux, dépendent aussi de la variable d'espace, c'est la R. À ce moment-là, les mêmes expressions de solution peuvent... Bon, ok, là, il y a des techniques de semi-groupe générées par la Dynamica qui marchent encore. Mais dans tous ces cas, on va souhaiter les approcher par des systèmes linéaires ou discrets en les étudiant, si possible, en les approximant par des systèmes linéaires ou discrets au moins en espace. Bon, je continue sur ma petite histoire. Alors, je suis de plus en plus mal pour parler de tout ça au fur et à mesure qu'on avance en temps, là. Je ne donne quasiment plus de noms, sauf peut-être quelques collègues français dans le transparent qui suivra. Les systèmes sont de plus en plus complexes, ils sont de plus en plus gros. Les équations de plus en plus sophistiquées pour les modéliser. À mon avis, il y a une mine, mais pas qu'à mon avis, dans les systèmes hybrides, ceux qui ont besoin pour être bien représentés, d'équations différentielles, d'équations dérivées partielles, d'équations discrètes. Parce que les systèmes sont justement plein de compartiments couplés entre eux. Donc dans ces cas-là, les problèmes de temps ne sont pas gagnés parce qu'il y a évidemment différentes échelles de temps. On a vu ça aussi, qu'on avait à faire face à des problèmes de modélisation, de synthèse, d'identification. Je crois que bon, il y a une grosse partie du traitement qui est l'analyse mathématique, algorithmique et numérique des problèmes avant d'en faire l'implémentation. Alors peut-être plus concrètement maintenant, il y a des masses de plus en plus grandes de données, de plus en plus hétérogènes, des problèmes de commande optimale. L'un d'entre eux assez à la mode, c'est celui du transport optimal. J'ai vu récemment, et je crois que tu as des collègues impliqués enfin nous en avons tous ici en fait, dans ces problèmes et en fait qui sont maintenant possibles à résoudre, je crois, de contrôle en temps réel de systèmes quantiques par rétroaction. Je pense au boulot de Haroche et Maziar-Miraimi. Mathias Fink s'est renversé le temps. Il y a tout un tas de questions qu'on peut aborder avec ces capacités de traitement qui augmentent. Celle-là est une que j'ai pu, moi, regarder d'un peu près, mais qui concerne la capacité à contrôler la température et la pression du plasma confiné dans les tokamaks à la façon de ITER. Ça, c'est un tokamak ancien du CEA Cadarache. Et on voit un peu l'ampleur du système à modéliser ici. Bien sûr, on ne s'occupait que d'une stricte sous-partie minuscule de tout ça, qui consiste à retrouver la frontière du plasma. Ici, il y a un humain. Ça donne une idée de la taille du truc et de toutes les quantités qu'il faut modéliser. Je voulais faire une très très brève bibliographie, une farce pour quelqu'un ici, et puis aussi dire que pour préparer cet exposé, j'ai utilisé mon vieux livre de quand j'étais étudiante, le livre de Pierre Faure et Robin. Voilà, et puis je me suis dit aussi qu'on n'avait pas parlé de Wiener, dont on va fêter les 50 ans de la disparition. Et il semble que ce soit lui qui ait inauguré le terme cybernétique. Alors non, justement, qui est remis au goût du jour, mais apparemment il aurait déjà été utilisé par Platon il y a bien longtemps pour décrire un gouvernail ou le fait de gouverner. Je vous remercie pour votre attention.